première question je vais la poser à vous, Michel. Les dinosaures, pourquoi ont-ils disparu? Oh, excellente question. Je vais essayer d'être bref. Bien, toutes les explications qui ont été amenées, pour moi, sont insatisfaisantes. On parle d'un changement climatique. On a parlé que les carnivores auraient exterminé les herbivores puis seraient morts de faim. Bon, pour la question de carnivores qui auraient exterminé les herbivores, ceci m'apparaît comme étant ridicule. Du fait, premièrement, que les dinosaures auraient survécu au moins 160 millions d'années. Pourquoi auraient-ils attendu tout ce temps-là avant que les dinosaures carnivores décident d'exterminer les herbivores? De toute façon, il y a toujours un balancement dans la nature qui fait en sorte que s'il y a pas assez de proies, les prédateurs meurent de faim, il y a moins de prédateurs, les proies ont le temps de se repeupler, puis là, bien, les carnivores peuvent manger les proies. Il y a toujours un équilibre qui se fait. Alors ça me paraît ridicule. D'autant plus que les dinosaures existaient sur tous les continents du monde. Alors, ils se sont donné le mot à un moment donné, à la fin du Crétacé, on extermine les herbivores. Ça me paraît invraisemblable. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir une sorte de bouleversement climatique qui aurait amené... On arrive au bouleversement climatique. Bien sûr qu'il y a pu y en avoir. De toute façon, il y a eu des bouleversements climatiques durant toute la période du Mésozoïque, qui est le trias Jurassique, Crétacé, les trois périodes où les dinosaures ont existé. Et quand on parle de cette période-là, on parle de combien? 100 millions, 125 millions? 160 millions d'années. 160 millions d'années. Exact. Alors, les dinosaures ont été capables de passer au travers de bien des bouleversements. Les bouleversements climatiques, en réalité, auraient affecté beaucoup moins les dinosaures que la plupart des autres animaux de cette époque-là. Pourquoi? Parce que les dinosaures, on sait de plus en plus maintenant que c'était des animaux à métabolisme accru, c'est-à-dire que c'était des animaux sensiblement à sang chaud. Alors que d'autres animaux tels que les lézards, les serpents, les salamandres, les grenouilles, qui sont des animaux à sang froid, eux ont survécu. D'ailleurs, on aurait pu penser que c'était des animaux à sang froid, mais on a l'impression, bon, moi, je parle en néophyte. Lorsqu'on parle, pour moi, l'image que j'ai la plus proche des dinosaures, c'est celle de Jurassic Park. Bien, dans le film de Jurassic Park, on voit à un moment donné le professeur qui regarde un brachiosaure puis il dit « C'est évident, cet animal-là est à sang chaud. » Parce qu'on voit sa posture, on voit comment est-ce qu'il se déplace, puis il ne se déplace pas comme un lézard, il se déplace beaucoup plus comme un gros mammifère, tel un éléphant, mais décuplé, si on veut. On va revenir à toute cette diversité au niveau des dinosaures, parce que pour souvent les néophytes, est-ce que ces animaux-là, tous ces animaux-là, ont-ils réellement existé? Et qu'est-ce qu'on a comme preuve de leur existence? Bien sûr, il existe dans les musées des squelettes, mais ces squelettes-là, souvent, ont été reconstitués à partir de fragments. On a très peu de squelettes complets de dinosaures. Très peu. Mais il suffit d'en avoir un squelette complet pour une espèce, puis on est capable d'avoir une bonne idée de quoi il apparaissait. Mais aussi, quand les dinosaures sont classifiés selon leur catégorie, en famille, bien, si on a un dinosaure qu'on ne connaît seulement que par une partie d'une mâchoire ou un squelette incomplet, on peut le comparer à des proches parents et dire, bien, probablement que le reste du corps était comme son proche parent. Donc, on fait des... Mais il y a là, lorsque l'on fait ça, il y a quand même une liberté, là. Les paléontologues, ça se donne une certaine liberté. Toujours. De toute façon, il y a plein d'organes qui ne laisseraient pas de traces à l'état fossile, comme des pavillons d'oreilles ou des plumes. Si l'animal avait des plumes, on n'aurait aucune trace de ça. Donc, si je comprends bien, parce que je vais essayer, parce que c'est sûr que ce soir, on va avoir une émission qui est assez rigoureuse. On parle beaucoup de science. Si je comprends bien, donc, l'aspect morphologique, on a amené des petites maquettes avec nous, là. L'aspect morphologique général de l'animal est relativement conforme, exact. Tout à fait. Il y a certains, peut-être, détails anatomiques qui peuvent peut-être être des libertés que se sont offertes certains paléontologues. Comme la coloration, par exemple. OK. Pour toi, quelle est la meilleure hypothèse pour expliquer la disparition des dinosaures? OK, alors... Sans rentrer dans les détails, parce qu'elle a certainement des faiblesses, cette hypothèse-là, mais je voudrais passer la parole à ton vis-à-vis. Alors, j'aimerais qu'on aborde la meilleure hypothèse selon Michel Divergilio. OK. Alors, je vous présente la théorie que j'avance. Les dinosaures étaient des animaux très spécialisés, c'est-à-dire que leur comportement était cédulé dans l'année selon les différentes saisons. Alors, certains devaient se reproduire à certaines périodes
particulières. Certains devaient faire des migrations, d'autres construire des nids ou avoir des parades nuptiales très élaborées. C'était des animaux très spécialisés. De même que tous les autres animaux qui sont disparus à la même époque, les sauriens aquatiques tels que les mosasaures, les plésiosaures, les ichthyosaures. Oui, d'ailleurs, là, puisque tu abordes cette question-là, parce que les gens qui nous regardent sont souvent des férus de mystères et d'étranges, ces grands animaux-là que tu nous parles, des animaux qui étaient aquatiques, qu'on pourrait un peu qualifier à l'image que l'on se fait du monstre du Loch Ness, par exemple, ces animaux-là n'étaient pas des dinosaures. Ils n'étaient pas dans la famille des dinosaures. Pas du tout. Ils ont disparu eux aussi. Exactement. Et à la même époque. Puis non seulement ces grands sauriens marins-là, mais il y a aussi une panoplie d'invertébrés marins qui sont disparus exactement au même moment géologique. On parle des ammonites, des bélemnites, des rudistes, des inocérames, puis plusieurs invertébrés unicellulaires, tels que des foraminifères. Beaucoup sont disparus à la même époque. Certains de ces animaux-là dont tu nous parles sont un peu voisins des calmars et de ces animaux-là qu'on retrouve aujourd'hui. Exactement. Environ 76 % des espèces connues sont disparues à cette période-là. Alors, je reviens à l'hypothèse, exactement. Alors, on sait qu'exactement à cette époque-là, il y a eu un impact sur la Terre. On a un cratère dans le bout de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Dans le golfe du Mexique, là. Exactement. Donc, on a eu un impact. On n'est pas certain si c'est une météorite ou disons, une comète, un planétoïde. Exactement. Mais il y a eu un impact. Alors, à mon sens, il faudrait trouver une explication avec cette évidence-là. Parce que Michel, la coïncidence est trop Je me permets grande. de t'arrêter immédiatement, parce que je sais que les gens nous regardent, puis il y a plein de questions. Est-ce qu'on a la certitude que l'impact de cette météorite, de cette comète ou planétoïde qui aurait frappé le golfe du Mexique a eu lieu à cette époque-là? Bien, d'après les datations isotopiques, c'est arrivé il y a 65 millions d'années, exactement au même instant que les dinosaures sont disparus, de même que tous les animaux que j'ai mentionnés. Puis, il y a même des traces, une espèce de couche noire de cendres qui est universelle. Partout à la fin du Crétacé, on a cette couche de cendres-là. Puis, on retrouve dans ces dépôts-là des éléments chimiques très rares sur la Terre, comme par exemple l'iridium, qui est un élément qu'on retrouve associé à certaines comètes ou à certains astéroïdes et très rarement donc, ce à que la tu nous surface de la expliques, Terre. un peu comme lorsque l'on regarde les grandes falaises qu'on retrouve, par exemple, aux États-Unis, comme au Grand Canyon, où on voit toutes sortes de couches géologiques, tu me dis que dans ces couches-là, il y a une couche de cendres qui est universelle et qui correspond à l'époque où les dinosaures auraient disparu. Exactement. Et qui correspond également à l'arrivée ou la chute d'un météorite dans le golfe du Mexique, ou quelque chose de gigantesque qui a frappé le Mexique. Tout à fait. Ce qui favorise beaucoup l'hypothèse d'un bouleversement climatique provoqué par la météorite. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, le bouleversement climatique affecterait beaucoup plus les animaux à sang froid que les dinosaures qui étaient à sang chaud. Donc, ça ne peut pas être un bouleversement climatique directement qui les a affectés. C'est quoi, alors? Alors, j'avance une autre hypothèse. À mon avis, c'est un bouleversement dans leur comportement de tous les jours. Alors, comme je vous disais, les animaux, on peut les mettre sur un segment de droite où à une extrémité, on voit les animaux très spécialisés, où leur comportement est dicté selon la période de l'année. À l'autre extrémité, on a les animaux opportunistes ou non spécialisés qui, eux, mangent un petit peu n'importe quoi, puis ils se reproduisent un petit peu n'importe quand. Ils ne sont pas spécialisés. Les spécialisés, eux, comment savent-ils qu'ils sont rendus à la bonne période de l'année pour faire telle activité? Bien, aujourd'hui, on sait que les animaux qui sont spécialisés ainsi, comme les oiseaux, certains mammifères, eh bien, ces animaux-là utilisent ce qu'on appelle la photopériode. La photopériode, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement dans une journée. Et ceci, c'est extrêmement constant. À la même date, d'une année à l'autre, on a toujours le même nombre d'heures d'ensoleillement pour cette date précise-là. Puis le lendemain, il y en a soit plus ou moins selon qu'on s'en va dans une direction ou l'autre. Les animaux, tels que les oiseaux, savent, comme par exemple les bernaches, on les voit partir toujours à la même période. Peu importe s'il fait froid ou s'il fait chaud à cette date-là, ils partent toujours à la même période parce que la longueur des journées sont rendues à tant d'heures, puis c'est le temps, ça déclenche leur mécanisme de partir Donc, en migration. C'est pas la température qui les motive à la migration, mais plutôt la luminosité. Exactement, exactement. Alors, lorsqu'il y a eu l'impact, il y a 65 millions d'années, à mon sens, il y a eu beaucoup de poussière qui a dû envelopper la Terre en très peu de temps.
Cette poussière-là n'était pas suffisante pour arrêter la photosynthèse, par exemple. Certains ont pensé que la photosynthèse serait stoppée et que les animaux seraient morts par manque d'oxygène. Mais ceci semble être invraisemblable puisque pas seulement que les dinosaures seraient disparus, les mammifères, les oiseaux, tous les autres animaux seraient disparus aussi parce qu'eux autres aussi ont besoin d'oxygène. Par contre, une quantité accrue de poussière volcanique dans l'atmosphère ferait en sorte que le Soleil, on ne pourrait plus le voir très tôt le matin, parce qu'il y aurait eu beaucoup de particules volcaniques qui obstrueraient les premiers rayons du Soleil. On pourrait voir seulement que le Soleil, lorsqu'il serait à son point culminant, près de midi, entre 11 h et peut-être 1 h. Au zénith, là. Au zénith, c'est ça. Un petit peu comme, tu te souviens, quand on a vu les films des incendies au Koweït. On ne voyait pas le Soleil, sauf quand il était très haut au-dessus de notre tête. Ça devait sembler à ça. De telle sorte que les dinosaures qui attendaient le nombre d'heures fixées pour partir leur migration ou pour partir leur comportement de reproduction, il n'y avait jamais ce nombre d'heures-là. Ça ne s'atteignait jamais. Donc, ces pauvres animaux-là, ils continuaient à se nourrir, mais ils ont probablement cessé de se reproduire parce qu'il n'y avait jamais la bonne longueur de journée pour déclencher le mécanisme de la reproduction. Donc ça, c'est l'hypothèse que tu favorises. Alors que les autres animaux qui ont survécu, eux, étaient suffisamment peu spécialisés pour se reproduire, Pour même s'adapter à c'est ces- ça. à ces Puis ils ont continué, puis on est les descendants de ceux-ci. Monsieur Lacage, je sais au départ que vous avez une théorie différente un peu de celle de Michel. Bien évidemment, sans ça, je ne serais pas ici. Hein. Alors moi, je pense que le problème avant tout de l'extinction des dinosaures, ce qu'il faut évaluer avant tout, c'est qu'il faut considérer les survivants. Les survivants, parce qu'eux autres, on les connaît. Le métabolisme des dinosaures, on ne le connaît pas. Ils sont disparus. Mais les survivants, on en connaît. On connaît les oiseaux, les reptiles, les mammifères. D'ailleurs, c'est intéressant, vous me disiez que les dinosaures étaient plus proches des oiseaux Oui. qu'on serait tenté de croire, par Oui. exemple, des serpents. Oui, c'est ça. Les reptiles, c'est la base de tous les vertébrés tétrapodes, si on veut, là, terrestres. D'eux sont issus les mammifères dans une lignée et de l'autre côté, les dinosaures avec les oiseaux. Mais pour revenir à mon explication, je pense qu'il faut isoler des facteurs internes aux survivants et ensuite aller du côté des catastrophes externes. Les facteurs internes qu'on pourrait isoler, on pourrait isoler la taille. Mais la taille, dans les survivants, il y a des gros animaux comme des petits animaux qui sont morts. Il y avait des petits dinosaures et ils sont disparus aussi. Donc, c'est pas une bonne explication. Parce que ça, c'est souvent une idée préconçue. D'ailleurs, avant même de commencer cette émission, je l'ai dit, j'avais Exactement. tendance à croire que le gigantisme de ces animaux-là pouvait être un des facteurs de Il y avait des leur dinosaures de la taille d'un poulet. Puis ils sont Ils sont disparus. disparus aussi. Bon. Alors, les mœurs. Bon. Les modes de reproduction. Les dinosaures, on sait qu'ils pondaient des œufs. Les reptiles pondaient des œufs, les oiseaux pondaient des œufs. Les mammifères donnaient naissance à leurs petits vivants, du moins à cette époque-là, on le sait. Alors, pourtant, les oiseaux, eux, qui pondaient des œufs, ont survécu. Donc, les mœurs, au niveau de la reproduction, c'est pas bon. La migration que mon bon ami Michel avance ici, pourquoi, moi, à mon avis, c'est pas une bonne théorie? C'est parce que le premier élément qu'on peut regarder, c'est que les oiseaux ont survécu. Et les oiseaux qui vivaient à la fin du Crétacé, ce sont justement tous des membres les plus connus qu'on a retrouvés au niveau des genres, des membres de la famille des charadriiformes. Ce sont des goélands, des mouettes, des oiseaux qui ont justement un grand cycle migratoire et qui dépendent entièrement dans leur mode de vie des migrations pour survivre. Pourquoi eux n'auraient pas été affectés alors que les dinosaures étaient affectés? Donc, au niveau interne, ce que j'ai retenu, ce sont deux éléments, soit le métabolisme. On sait, je vais prendre une analogie. À la fin du Crétacé, il y a du plancton, du phytoplancton, c'est-à-dire des algues, des genres de petites algues microscopiques, les diatomées qui ont survécu. Ces diatomées-là avaient développé la faculté d'entrer en catalepsie pendant une partie de l'année parce qu'elles vivaient dans les régions polaires. Alors, lorsqu'il y avait l'hiver polaire, il n'y avait plus de lumière, elles entraient en catalepsie. Elles ont survécu au Crétacé. Est-ce qu'il ne serait pas possible que les petits mammifères, qui étaient des animaux qui vivaient à l'ombre des dinosaures, qui sortaient la nuit, qui vivaient dans des terriers dans le jour, et les oiseaux, parce qu'on sait que les oiseaux, lorsqu'ils entreprennent des grandes migrations, on les a observés aujourd'hui. Les oiseaux entreprennent une véritable mutation physiologique pour ne pas avoir à se nourrir lors des distances faramineuses qu'ils accomplissent d'un pôle à l'autre, dans le cas des goélands, dans le cas des albatros. Est-ce qu'il ne serait pas possible que ces deux types d'animaux-là aient développé une faculté d'entrer en catalepsie, justement, parallèlement aux diatomées, pour une raison tout autre?
pour survivre, parce que c'était leur mode de vie, et que cette faculté-là, qui était reliée à leur mode de vie, leur aurait permis par hasard de survivre à une période de grande noirceur, comme à la fin du Crétacé. Donc, une sorte de période, je dirais, un peu comme une période d'hibernation. Ces animaux-là auraient été en mesure d'hiberner, alors que ces grands animaux-là, eux, n'auraient pas pu le faire. Qui, eux, étaient habitués à vivre en plein jour, qui étaient les rois de la Terre, qui n'avaient pas de compétition. Alors que les petits mammifères, eux, devaient se cacher pour survivre. Quant aux causes externes, les causes externes, on sait qu'il y a 95 sites qui ont été détectés, où on a détecté à la fin du Crétacé une couche d'iridium. Michel en parlait tout à l'heure. La couche d'iridium, c'est un métaux très rare, qui provient soit du champ de la Terre ou de l'espace extérieur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé aussi un site d'impact. On croit qu'il y a eu un météorite, un cratère, une explosion. Mais parallèlement à ça, on a retrouvé également des grandes coulées de lave en Inde. Des coulées de lave qui s'étendent sur plus de 1400 km². Alors, ces coulées de lave-là, à l'époque, étaient superposées à une faille, une grande faille dans l'écorce terrestre, qui est la faille Shiva. Donc, on sait qu'à cette époque-là, vers la fin du Crétacé, il y a eu deux phénomènes naturels qui étaient parallèles. Il y a eu des éruptions volcaniques en série très importantes qui ont envoyé de la fumée dans l'atmosphère. Juste pour vous donner un exemple, il y a eu en 1783 une éruption volcanique. Celle du Krakatoa? Non. Celle du Krakatoa est très connue parce qu'il y a un beau film avec effet Sonorama. Mais une éruption qui venait d'une faille. Il y a une faille qui s'est créée en Islande en 1783. Et cette faille-là a fait périr 20 des habitants humains et 83 du bétail qu'il y avait à l'époque. Cette faille-là était 20 à 100 fois plus petite que celle qui a été détectée à la fin du Crétacé. Donc, combinons cette faille-là, cette immense faille volcanique-là qu'on retrouve en Inde actuellement, et l'impact du météorite, avec la faculté des causes internes des petits mammifères et des oiseaux à survivre. Et à mon avis, on a une explication tout à fait cohérente en prenant compte du dernier élément, l'alimentation. On sait que vers la fin du Crétacé, on a dénoté dans les couches géologiques une décimation progressive des végétaux. On sait qu'à partir d'1 million d'années, il y a dans les courbes, ici j'avais apporté un graphique, je ne sais pas si on pourrait le voir. On va passer au graphique. On a 5 graphiques qui vont se suivre. Donc là, on voit le premier. Ah, bon, on ne voit pas très bien. Je ne pense pas que vos lecteurs puissent bien voir là-dessus. Hein, bon, je vais l'expliquer de toute façon. Ouais. Alors, on sait qu'à la fin... On en a un autre là. Oui, ça, c'est la radiation des mammifères. On voit que les mammifères ont très bien survécu à l'extinction du Crétacé. On voit en haut le grand éventail. Okay. Eux, ils ont survécu. On va passer au deuxième. À l'autre qui suit. Donc, la grande partie ombragée, là, bon, OK, là, le 3. Ça, ce sont les reptiles qu'on voit. Les reptiles, eux, ont survécu. Mais je vais le dire indépendamment de ces graphiques-là. Ce qu'on sait, c'est que vers la fin du Crétacé, on a dénoté une très forte diminution au niveau de la quantité de pollen des plantes. Les plantes, on peut retrouver leurs fossiles par l'exine, qui est l'enveloppe qui couvre la graine. Alors, on a trouvé, à partir d'1 million d'années, dans les sols où on retrouve des ossements d'animaux, une diminution progressive de ces plantes-là et, parallèlement, une augmentation de la proportion des fougères comparativement aux feuillus et aux conifères. Ce qui veut dire que les plantes qui étaient les plus propices qui étaient les plus dépendantes, si on veut, de la photosynthèse et de la lumière du soleil, ont elles aussi subi une décimation comparable à celle des animaux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça que les animaux qui étaient herbivores, qui dépendaient de l'alimentation de l'herbe, des végétaux pour survivre, auraient dû normalement disparaître. Vérifions dans les cas des fossiles. Les graphiques qu'on a vus tout à l'heure l'indiquent. Au niveau des reptiles, les reptiles, généralement, sont des animaux qui ont une alimentation variable. Les serpents, les tortues, ça se nourrit généralement... Il y a quelques tortues qui sont herbivores, mais en majorité, ce sont des animaux insectivores, de même que l'étaient les petits mammifères à l'époque. Les oiseaux aussi ont une alimentation variable. Mais les grands dinosaures herbivores, eux, ils étaient herbivores. Ils dépendaient des éléments végétaux pour survivre. Et les carnivores qui les mangeaient dépendaient de la survie de ces herbivores-là. Donc, ça se confirme. Tous les animaux qui étaient reliés à la chaîne alimentaire des végétaux,
qui avaient pour base les végétaux Ont disparu. sont disparus, alors que les animaux qui avaient pour base, comme de chaîne alimentaire, les insectes ou les matières en décomposition, comme les petits écosystèmes d'eau douce, ont été très peu affectés. Alors, voici les éléments. L'alimentation, les animaux herbivores, les animaux qui pouvaient s'adapter de façon qui ne pouvaient pas s'adapter, qui étaient trop spécialisés, qui ne pouvaient pas entrer en catalepsie, et d'un côté, l'immense faille Shiva, l'immense faille qui entraînait des coulées de lave, et le météore. Alors, d'après moi, on a un tableau qui décrit bien les événements qui se passaient à la fin du Crétacé, sans compter qu'à cette époque-là, il y a eu une diminution progressive de 100 à 150 mètres des niveaux des océans. Mais dans un cas comme dans l'autre, les deux hypothèses sont rattachées à quelque chose d'important qui s'est produit sur Terre, un facteur extérieur qui est arrivé. Et c'est pas le seul, hein? Michel est d'accord avec moi. Il y a peut-être 5 ou 6 grandes extinctions qui se sont produites sur Terre. On parle toujours de l'extinction des dinosaures, mais il y en a une qui a précédé celle des dinosaures qui était bien plus importante, où 95 des formes de vie sont disparues, alors que chez celle des dinosaures, seulement 75 des formes de vie sont disparues. Donc, l'extinction des dinosaures n'est pas unique. L'histoire de la Terre est composée d'un cycle d'extinction massive dont les tout dernières remontent peut-être à 40 000 ans avec la disparition des grands mammifères herbivores comme les mammouths, comme les rhinocéros laineux et les paresseux géants. Mais c'est... je dirais au niveau de l'imagerie, c'est quand même les dinosaures qui nous fascinent le plus parce que c'est gigantesque. Il suffit d'aller visiter un musée d'histoire naturelle pour se rendre compte de la taille extraordinaire de ces animaux-là. Revenons justement aux animaux. Bon, l'hypothèse, je vois qu'il y a des hypothèses. Les deux hypothèses me semblent tout à fait possibles, plausibles. Associé à un bouleversement climatique important. L'un fait intervenir une forme d'hibernation des petits mammifères qui, eux, vont survivre. Michel, lui, semble davantage associer un problème au niveau du comportement de ces animaux-là. Mais si on parle eux-mêmes des animaux, comment est-ce qu'on est... On parle beaucoup de la datation carbone 14, ou en tout cas une forme de datation. Je crois que le carbone 14 n'est pas adéquat dans le cadre des animaux. C'est plutôt le potassium 40. C'est ça, je suis plutôt dépassé. Mais au niveau des datations, est-ce qu'on peut être à peu près certain de l'âge de ces animaux-là? Bien, on peut être certain de l'ordre de grandeur. Les datations sont toujours avec un ordre plus ou moins 10 millions d'années, c'est ça. Donc, il y a toujours une erreur assez considérable, mais quand même, l'ordre de grandeur est correct. Puis, le fait a été vérifié par d'autres méthodes, comme par exemple, dans certains mollusques, on a des anneaux de croissance. Puis, ces animaux-là ont une stricte croissance à tous les jours de leur vie. Et on sait que la Terre, son mouvement de translation est relativement constant, alors que son mouvement de rotation est en diminution actuellement. La Terre ralentit sur son mouvement de rotation. Pourquoi? Parce que les marées offrent un certain frottement et la Terre qui tourne dans ces bosses d'eau-là ralentit. À l'échelle humaine, on ne voit aucune différence. Mais sur des millions d'années, ça fait une différence. Puis, on a été capable de calculer qu'à l'époque des dinosaures, par exemple, il y avait plus de journées dans une année, puisque la Terre tournait plus vite sur elle-même, donc elle faisait plus de rotation sur elle-même dans un mouvement de translation. Et on est capable de calculer, en demandant à un astronome, bien, si mon fossile a supposément, disons, 150 millions d'années, combien je devrais retrouver de stries de croissance dans une année? Parce qu'on peut voir une année dans les stries de croissance, puisque l'animal grandit plus vite dans la période estivale que dans la période hivernale, par exemple. Alors, on est capable de voir quelle est une année. On compte les stries et ça s'ajuste très, très bien avec ce qu'on voit comme ralentissement de la rotation de la Terre. Donc, c'est une façon indépendante de vérifier l'âge de ces fossiles-là et ça correspond très bien. Donc, au niveau de la datation, on est à peu près certain que ces animaux-là vivaient à peu près il y a 160 millions d'années. Donc, plus ou moins quelques millions d'années. Ouais, en moyenne, là, si on prend une moyenne du règne des dinosaures, qui, lui, s'est étendu sur 160 millions d'années. Mais ça commence de 213 à 65 millions d'années, 225 à 65 millions d'années environ. Quand on parle de ces animaux-là également, on parle évidemment de leur gigantisme. On a dit que leur gigantisme n'était pas associé à leur disparition, là, comme contrairement à une sorte d'imagerie populaire. On s'imagine parce que c'était très gros, c'est disparu.
qu'est-ce que l'on sait exactement de leur, je dirais, de leur structure anatomique? Par exemple, moi, j'ai lu, lorsque j'étais jeune, que ce genre d'animaux-là était tellement grand qu'il il y avait d'abord le cerveau de l'animal, mais que le long de l'animal, il devait y avoir des bulbes arachidiens qui permettaient de contrôler les membres inférieurs, par exemple. Comment est-ce qu'on peut savoir ça à partir des ossements? Ce qu'on sait de leur structure anatomique, c'est qu'elle était aussi variée, aussi diversifiée que celle des mammifères à l'heure actuelle. Il y avait autant de différences qu'il y a entre un brontosaure et un troodon, le petit animal que vous avez montré en début d'émission, qui serait l'ancêtre du dinosauroïde, qu'il en a entre un rhinocéros et un chien. Alors, les dinosaures, c'était des animaux terrestres qui avaient exploité toutes les niches écologiques exploitables. Donc, c'était des animaux de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Quant au deuxième cerveau, si on veut, on le sait parce qu'on en a déduit ça par l'espace qu'il y a au niveau du bassin de l'animal, de la colonne vertébrale. Il y a un espace avec des nerfs, des places pour des nerfs, qui serait une espèce de relais nerveux, en fait, qui permettrait au système nerveux d'agir plus rapidement en cas d'attaque. Et ce relais nerveux-là aurait contrôlé la queue, notamment dans le cas des stégosaures qui avaient une queue avec des piquants. On le voit bien dans le monde perdu, là, les fameux stégosaures avec des crêtes sur le dos, ou les sauropodes, pour leur aider à servir leur queue comme arme défensive. Alors, ce sont des choses qu'on peut déduire d'après l'anatomie osseuse de ces animaux-là et par analogie avec les animaux qui vivent actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne part pas de rien, on part d'animaux qui vivent actuellement. Les dinosaures ne sont pas des animaux qui ont été créés de toutes pièces et qui ne ressemblent à rien. Quel est l'animal aujourd'hui qui ressemble le plus à un dinosaure? Si on aurait extrapolé, on dirait, bon, parfait, les dinosaures ont disparu, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapprocherait d'un dinosaure? Bien, effectivement, on pense tout le temps au crocodile. Oui, mais on se crocodile, c'est proche parent de l'ancêtre du dinosaure, finalement. Exactement. Mais on croit que les dinosaures sont complètement exterminés, mais dans un certain sens, c'est faux. Les dinosaures ont des descendants actuellement. C'est des descendants qu'on voit tous les jours. Puis on les appelle des oiseaux. OK. Alors, les oiseaux sont très proches des dinosaures. Puis d'ailleurs, on a trouvé un animal qu'on appelle l'Archéoptéryx, qui est en fait on en vient à l'Archéoptéryx. un intermédiaire presque parfait entre un petit dinosaure carnivore et un oiseau voilier. Parce que l'Archéoptéryx, pour les gens qui nous regardent, c'était une sorte de dinosaure à plumes volant. Voilà. Et puis, il y a eu toute une controverse. Volant, on ne le sait pas. Mais à plumes, à tout le moins à plumes. Certainement volant. Et puis, il y a eu toute une sorte de controverse voulant on parle de documentaires, par exemple, qui ont été diffusés sur des grandes chaînes comme TLC ou Discovery Channel, où on a évoqué la possibilité que l'Archéoptéryx soit une fraude, que cet animal-là n'ait jamais existé. L'idée a été lancée, mais franchement, c'est une idée plutôt ridicule, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'est pas limité à un seul spécimen d'Archéoptéryx. Actuellement, on en connaît 7. Puis, ce serait difficile de faire une fraude sur plusieurs deux centenaires, en réalité. Puis, d'autant plus que si on examine la matrice de l'Archéoptéryx, on s'aperçoit que c'est une matrice rocheuse. C'est impossible pour la technologie humaine de fabriquer de la roche qui serait identique à la roche qu'on retrouve au site même. On verrait une différence. Une autre raison qu'on pourrait avancer aussi, c'est qu'à l'époque où cette idée-là de fraude avait été avancée, ça date d'il y a 100 ans, dans le temps de Thomas Huxley. À l'époque, l'Archéoptéryx était le seul animal qu'on connaissait de ce type-là. Mais les dernières années, notamment dans les années 90, en Chine, on a découvert toute une série de petits animaux, de petits dinosaures oiseaux qui ont des traces de plumes à côté des os et qui ont une morphologie à peu près semblable à celle de l'Archéoptéryx. Donc, on est capable d'avoir toute une gradation d'animaux de plus en plus évolués vers l'oiseau. Alors, l'Archéoptéryx n'est plus isolé maintenant. Il est joint par une multitude d'autres petits animaux. Donc, il faudrait parler de fraude partout à ce moment-là. C'est ça, une collaboration mondiale de fraudeurs. Des méchants communistes. Mais pour en revenir tout à l'heure à la physionomie de ces animaux-là, je voulais rajouter à ce que Maître Laquer a dit, que ces animaux-là, contrairement à ce qu'on se faisait de leur idée, de leur apparence anciennement, on les croyait très lourds et très, disons, maladroits. La réalité, c'est que c'était des animaux qui étaient très sveltes et qui étaient quand même bien proportionnés. D'ailleurs, ces grands animaux-là, souvent, on leur octroyait des poids tels que 80 tonnes et quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a revisé ça à la baisse. Les plus gros d'entre eux ne faisaient qu'environ 40
140 tonnes. Ceci est vrai parce qu'on sait que leurs os étaient pneumatisés au même titre que les os des oiseaux actuels. Donc, ce sont des animaux qui sont beaucoup plus légers que le volume semble nous faire croire. Et quand on parle, parce que je sais que le temps file, puis les gens qui nous regardent ont des questions, cette idée-là de la disparition des dinosaures, on entend parler de toutes sortes de rumeurs. On l'a évoqué, la possibilité de la survie d'un dinosaure en Afrique. On a parlé du monstre du Loch Ness. On parle ici au Québec d'une sorte de monstre dans le lac Memphremagog. Est-ce que sur le plan scientifique, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut envisager la possibilité d'une survie de certains individus, de certains groupes d'individus qui auraient réussi à se multiplier et à survivre jusqu'à aujourd'hui? Bien, écoutez, les fossiles vivants, il faut s'entendre premièrement sur la notion de ce qu'on peut appeler un fossile vivant. Moi, lorsqu'on me parle de fossile vivant, ça me fait toujours un peu sursauter, parce qu'un fossile vivant, en fait, c'est un animal qui est tellement bien adapté à son environnement qu'il n'a pas changé au cours de centaines de millions d'années. Un exemple d'un fossile vivant, comme on pourrait nommer, c'est l'esturgeon. L'esturgeon, c'est un des poissons les plus archaïques au niveau des poissons osseux. Il n'a pas changé depuis plusieurs centaines de millions d'années. Les requins, les sélaciens, la majorité des genres qui vivent aujourd'hui sont des genres récents, mais l'ordre des requins en tant que tel est un ordre très ancien dont la forme n'a pratiquement pas changé. Le sélacanthe, on en parlait tout à l'heure, c'est un animal dont la forme est tout à fait similaire à celle qui vivait au Dévonien il y a plusieurs centaines de millions d'années, bien avant les dinosaures. Donc, c'est quoi un fossile vivant? Les dinosaures, eux, étaient différents de ces animaux-là, dans le sens qu'ils étaient adaptés, extrêmement adaptés à leurs conditions de vie à leur époque. Or, on l'a vu tout à l'heure, les conditions de vie ont changé depuis ce temps-là. Il y a eu des cataclysmes sur la Terre, il y a eu des bouleversements climatiques, et les dinosaures ne seraient plus aptes à vivre dans l'environnement qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un environnement qui est apte à faire vivre des mammifères. Et les dinosaures ne pourraient pas survivre dans cet environnement-là parce qu'ils appartiennent à une autre ère, l'ère secondaire. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque part caché un dinosaure, une lignée de dinosaures dans quelque endroit obscur de la Terre? Ça me paraît pratiquement impossible parce qu'à ce moment-là, il faudrait conclure que sa morphologie était tout à fait adaptée à survivre à tous les changements climatiques qui ont emmené ou emporté le reste de sa lignée. Alors, la réponse parle d'elle-même. Puis, si on compare aussi ces animaux au monstre du Loch Ness, malheureusement, la comparaison ne se fait pas parce que les dinosaures, sans exception, c'était tous des animaux terrestres. Aucun dinosaure n'était aquatique. Certains pouvaient aller se baigner, mais je veux dire, il n'y en avait aucun qui vivait exclusivement dans l'eau. Alors, si on fait référence au monstre du Loch Ness et à tous ces animaux-là, ça ne pourrait pas être des dinosaures. Mais on fait quand même référence à de gigantesques sauriens qui vivaient à l'époque des dinosaures et qui, eux, ont disparu. Oui, oui. Eux autres, si tu veux faire l'hypothèse qu'ils auraient survécu, ça serait toujours une possibilité, sauf que, comme j'ai déjà expliqué dans une émission précédente, ces animaux-là, c'était tous des respirateurs d'air. Alors, ils doivent être possible de les apercevoir fréquemment, puisqu'ils doivent sortir à toutes les petites périodes de temps, peut-être au plus 1 ou 2 heures, pour venir respirer. Alors, on les verrait très fréquemment. Et la survie d'un dinosaure quelque part dans les terres cachées du Congo... Alors, tout est possible. Sauf que pour avoir une possibilité crédible, ça nous prend des arguments physiques. Alors, si quelqu'un peut me ramener quelque chose comme un excrément, ça doit faire des excréments, ces animaux-là, s'ils existent, ramenez-moi ça, puis on va être capable d'examiner puis de démontrer que ce n'est d'aucun animal qu'on connaît. Je sais que le temps file. Est-ce que vous croyez que si les dinosaures auraient survécu, cette fameuse théorie du dinosauréide, vraisemblable ou non? L'homme descendrait-il du dinosaure? OK. En réalité, c'est un petit peu considérer ça d'une drôle de façon que de dire qu'on serait des descendants de dinosaures. Parce qu'on se fait une gymnastique intellectuelle en pensant ça. Mais la réalité, c'est que si les dinosaures ne seraient pas disparus il y a 65 millions d'années, vous et moi et toute l'humanité n'existeraient pas. Parce que pendant 160 millions d'années, les dinosaures ont survécu et ont dominé les écosystèmes terrestres. Pendant tout ce temps-là, les mammifères, qui sont nos ancêtres, étaient présents. Mais ils sont restés dans l'ombre des dinosaures tout ce temps-là. Il n'y avait aucune possibilité pour eux d'aller occuper les niches écologiques de grande taille que les dinosaures
occupait déjà. S'ils n'étaient pas disparus et que les mammifères n'auraient pas pris ces niches écologiques-là, les humains ne se seraient jamais développés. Mais est-ce que l'évolution aurait amené l'existence ou l'apparition d'une race de petits dinosaures intelligents, habiles à construire des outils? C'est possible, mais ce ne serait pas nous. Ce seraient d'autres créatures qui occuperaient peut-être parce qu'il existe, niche écologique. Pourquoi j'apporte cette question-là? Parce que, évidemment, quand on regarde le dinosauroïde, vous allez me dire que, bon, on se coupe les cheveux en quatre, mais évidemment, quand on regarde dans la littérature sur, par exemple, les ovnis, il y a plein de gens qui voient dans l'aspect morphologique des supposés extraterrestres qui nous visitent un lien de parenté avec le fameux dinosauroïde qui nous a été proposé. Alors, on se dit, ben, si les hommes n'auraient pas survécu... Moi, à mon avis, poser une question comme ça, c'est méconnaître la notion même d'évolution. Dans le sens, c'est que c'est lui accorder un déterminisme. Penser ou supposer que forcément, il y aurait une forme de vie intelligente qui serait développée sur la Terre s'il n'y avait pas eu d'extinction de dinosaures, c'est conclure que l'évolution doit toujours mener à une forme de vie intelligente, ce qui est faux. Les dinosaures ont survécu pendant 165 millions d'années sans aucun signe, sans aucun indice qu'il y aurait une forme de vie supérieure d'intelligence qui se serait développée de la même façon que celle des mammifères. Les plus intelligents des dinosaures avaient l'intelligence tout au plus d'un rat. OK? Alors, ça a pris 165 millions d'années avant de développer une forme comme ça. Et il semble que les dinosaures étaient très efficaces, très adaptés à leur milieu, sans avoir de forme de vie Donc, à partir du moment où il y a une bonne adaptation au milieu, on peut stopper l'évolution. Exactement. Vous l'avez l'exemple avec le chimpanzé. Le chimpanzé... Ce que tu dis, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que... C'est dommage que l'émission est quasiment respecte... Là, ça commence à pas être d'accord. Je respecte votre opinion, mais je veux juste donner le parallèle du chimpanzé. Le chimpanzé n'a pas évolué. C'est pas vrai que le chimpanzé est notre ancêtre. Le chimpanzé, nous sommes des cousins qui sont issus du même ancêtre. Le chimpanzé était adapté à son milieu de forêt et il est resté dans la forêt parce qu'il était adapté à son milieu. Nous, la forêt est disparue. On s'est dressé debout par le néoténisme et par l'adaptation à la savane. Donc, il a fallu qu'on s'adapte à notre milieu. Si on est devenu intelligent, c'est une succession de séries de hasards qui ont amené cette forme d'intelligence-là qu'on a. Les dauphins ont une forme d'intelligence qui est très différente de la nôtre, mais qui est due au hasard de l'environnement aquatique. Mais donner un déterminisme dans l'évolution, je trouve que c'est biaisé la notion d'évolution. Alors, pour rebuter ça rapidement... Oui, Michel, une minute. À mon avis, les carnivores doivent être malins pour capturer les herbivores. Alors, ils évoluent pour être un peu plus intelligents à chaque fois. Mais les herbivores doivent aussi devenir de plus en plus malins pour éviter les carnivores. Sinon, ils vont être exterminés par leurs prédateurs. Alors, eux-mêmes deviennent un peu plus intelligents à chaque génération. Et de proche en proche, éventuellement, un animal intelligent pourrait sortir de ça. Même si ce serait de l'évolution des dinosauriens. Ce que Michel vient de dire, ça ressemble un peu à ce que démontrait Lamarck en disant qu'une girafe qui voulait atteindre un arbre, les générations de girafes... Non, je m'excuse, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est de la sélection naturelle. De la sélection naturelle va sélectionner les animaux qui ont les meilleures caractéristiques. Pas parce que c'est déterminé, mais tout simplement parce qu'il y a des petites mutations qui arrivent de façon aléatoire et ceux qui ont les meilleures mutations vont survivre mieux. Alors, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui sont plus malins, ont plus de chances de survivre puisqu'ils vont capturer plus de proies ou ils vont éviter leurs prédateurs. C'est-à-dire que les ankylosaures étaient plus intelligents que les stégosaures ou les skélidosaures, qui vivaient au début du Jurassique ou à la fin du Jurassique, alors que les ankylosaures vivaient à la fin du Crétacé? C'est possible, mais on n'aura jamais la réponse à cette question-là. Exactement. Sauf qu'on peut le vérifier sur les animaux vivants, par exemple. On s'aperçoit que les mammifères carnivores sont quand même plus intelligents que les herbivores. Je vais le voir, mettons, messieurs, il vous interrompt, mais avant, en 15 secondes, Michel, est-ce qu'il est possible d'envisager, avec les percées qu'il y a dans le domaine de la génétique, est-ce qu'il est possible d'envisager un Jurassic Park? Rapidement, oui. Sauf pas par la méthode qui a été proposée par le film. Parce que dans la matériel génétique, à l'intérieur de l'âme, ça ne sera jamais assez complet pour fabriquer un dinosaure. Mais on en a des matériaux génétiques complets de dinosaures, puis c'est dans les oiseaux qu'on va trouver ça. Monsieur Lacan? Je suis d'accord avec ça. On a fait l'expérience au niveau des oiseaux. On a fait repousser les dents aux oiseaux. Stephen Jay Gould, qui est un auteur d'ailleurs... Donc l'expression de... a écrit un livre, Quand les poules auront des dents. Ouais. On a réussi à faire ça à partir de certains gènes. On a réussi, en transplantant sur les embryons, à faire pousser les dents aux oiseaux, ce qui ramenait à l'archéoptérix, finalement. Donc on n'est pas trop loin de Jurassic Park.
La littérature, Oui. en français, on a quoi? Alors, en français, moi, j'avais amené Évolution et extinction dans le règne animal de Louis de Bonis, qui est un livre d'une quarantaine de dollars qui couvre tout le sujet de toutes les extinctions qu'il y a eu depuis le début de l'histoire de la Terre. C'est un ouvrage en français. Oui. Je vais le tenir ici, peut-être pour la Alors, caméra, Stephen Jay Gould, qui a écrit Le sourire du flamant rose et Quand les poules auront des dents, qui parle des extinctions et de beaucoup d'autres sujets, un auteur très intéressant. Et, à mon avis, un des meilleurs livres, sinon le meilleur, pour ceux qui s'intéressent à la paléontologie, The History of Life, de Richard Cohen. C'est un livre duquel on ressort avec plus de questions que de réponses. C'est vous dire que c'est un bon livre. Puis Michel, évidemment, ce genre de livre très illustré, toujours populaire, qu'on peut trouver dans les grandes bibliothèques, j'imagine. Exactement. Puis ici, j'ai amené la Bible sur les dinosaures de Dinosauria. OK. Alors là-dessus, on a les meilleures théories sur l'évolution, sur la classification, puis un petit peu de mention sur l'extinction des dinosaures. Bon, enfin, on n'a pas encore résolu la grande énigme, pourquoi les dinosaures sont disparus, mais enfin, on sait qu'ils sont disparus. On sait que la science de la paléontologie est une science, même si elle se permet quand même certaines libertés, une science assez exacte. On a quand même des bonnes idées, à tout le moins, sur la façon dont ces dinosaures ont pu disparaître. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On se retrouve après la pause avec Stéphane Terrien.